Je pense que cette conférence de paix est mal partie depuis le tout début, depuis le départ. La Suisse s'est alignée sur un camp, ce qui est tout à fait contraire à la neutralité. Première mesure à prendre quand on veut discuter de paix, c'est de demander un cessez-le-feu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la conférence de paix qui aura lieu les 15 et 16 juin prochains au Bürgenstock et qui est donc organisée par la Suisse. Moi, je pense que cette conférence de paix est mal partie depuis le tout début, depuis le départ. Pourquoi? Parce que d'abord, la Suisse a abdiqué sa neutralité, elle a sabordé sa propre neutralité, puisque au mois de février 2022, quand le conflit a commencé en Ukraine, elle a adopté sans réfléchir, pratiquement du jour au lendemain, les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne contre la Russie. À partir de là, sachant que les sanctions économiques non décidées par les Nations Unies ne sont pas légales, la Suisse s'est alignée sur un camp, ce qui est tout à fait contraire à la neutralité. Je rappelle que la neutralité permanente, la définition même de la neutralité permanente à laquelle la Suisse a souscrit depuis 200 ans, consiste à ne pas intervenir en cas de guerre aux côtés d'un belligérant et consiste aussi, en temps de paix, à ne pas entrer dans une alliance militaire ou à favoriser un groupe militaire par rapport à un autre. Or, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris fait et cause pour un camp contre un autre et pour une alliance militaire, en l'occurrence les pays de l'OTAN qui soutiennent l'Ukraine, contre une autre partie. C'est donc, aux yeux du droit, de la définition et de la définition même de la neutralité, une contradiction absolue. Donc à partir de là, quand la Suisse a voulu proposer une conférence de paix, elle était déjà, si vous me passez l'expression, mal barrée, mal partie, puisqu'elle était partie prenante au conflit du fait même, justement, de ce refus de la neutralité. C'était visible dès le départ. Pourquoi? Parce qu'elle a répondu déjà à une demande du président Zelensky et que d'emblée, elle avait dit qu'elle n'inviterait pas la partie russe. Donc c'était encore une fois confirmé ce parti pris. À partir de là, le sommet, ce qu'on appelle le sommet du Bürgenstock, ne peut que échouer ou n'aboutir à aucun résultat, parce qu'au fond, c'est ni un sommet, puisqu'il n'y aura pas de chef d'État, c'est ni un sommet, une conférence de paix, puisqu'il manque une des parties au conflit, donc ça peut pas être une négociation de paix, c'est rien du tout. C'est peut-être un petit peu, ce que je dis est peut-être un petit peu fort, mais je crains que ça n'aboutisse à à aucun résultat tangible et que pour la diplomatie suisse, ce soit plutôt un échec qu'un succès. Dans cette conférence de paix, pour moi, la Suisse est co-organisatrice, parce que c'est à l'occasion de la visite du président Zelensky en Suisse, puisqu'il venait au forum de Davos, donc au mois de janvier dernier, qu'est née l'idée de faire un sommet pour la paix en Suisse. Donc il s'agit d'une initiative conjointe de la partie ukrainienne et de la partie suisse. Mais je vois bien pourquoi les Suisses ont décidé de faire ça. Pourquoi? Parce que comme le Conseil fédéral se sentait mal à l'aise depuis 2 ans, du fait justement de l'abandon au fond de la souveraineté et de l'indépendance et de la neutralité suisse, le Conseil fédéral a essayé au fond de redorer son blason, de reprendre l'initiative
en proposant cette conférence de paix. Donc je pense que c'est ça la vraie raison qui a poussé la Suisse à s'engager aussi fortement. Mais le problème, c'est que le mal ayant déjà été fait et la Suisse ayant confirmé le fait que la Russie ne serait pas invitée, eh bien, cette conférence de paix n'en est pas une et elle ne peut donc qu'échouer. Et à partir de là, je pense que la diplomatie suisse, loin de redorer son blason, va au fond marquer un autogol contre son propre camp. Et c'est bien ce que je regrette, parce que si elle avait eu dès le départ le courage de dire à Zelensky, d'accord pour organiser un sommet pour la paix, mais à condition que les Russes participent, on n'en serait pas là. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait, la diplomatie suisse? Elle a dû rétropédaler en disant oui, mais finalement, on est d'accord, on invitera la partie on invitera la partie russe, mais plus tard, dans un deuxième round, après cette première conférence. Mais enfin, ça n'a pas de sens. Pourquoi attendre alors qu'on pourrait le faire tout de suite? Donc, c'est un moyen de se racheter auprès de l'opinion, auprès des médias, mais à mon avis, qui ne trompe personne. Peut-être les médias occidentaux qui sont très très proches, évidemment, qui sont très pro-ukrainiens, ne diront rien, mais dans le reste du monde, tout le monde a vu que ce sommet n'aboutirait à rien. La raison pour laquelle, d'ailleurs, la plupart des pays du Sud global et d'Asie s'abstiennent de participer. C'est intéressant de constater que, à l'origine, au fond, de ce sommet de Bürgenstock, il n'y a pas que l'Ukraine et la Suisse. Les États-Unis sont aussi impliqués, puisque, comme on le sait, eh bien justement, pas plus tard qu'il y a 2 jours, le 29 mai, le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré lui-même que les États-Unis avaient contribué à lancer ce processus. Et quand on lui a posé la question, il a répondu « Oui, bien sûr, les États-Unis sont impliqués depuis le début du processus ». Donc, ça prouve bien que ce sommet pour la paix n'en est pas un, puisque ce sont finalement les États-Unis, l'Ukraine, qui se servent au fond de la Suisse pour faire aboutir leur agenda, pour faire croire au fond à l'opinion publique mondiale qui désire la paix, alors qu'en réalité, ils ne veulent pas la paix, mais ils veulent plus de guerre. Et ça va se traduire comment à Bürgenstock? Ça va se traduire par une déclaration commune dans le groupe des pays occidentaux, de l'OTAN et des États-Unis qui vont soutenir l'Ukraine, qui vont répéter leur engagement aux côtés de l'Ukraine et pas du tout par des négociations de paix, par une ouverture, par un désir de paix réel. La Suisse a annoncé avoir invité 160 États ou parties prenantes, organisations internationales, à participer à ce sommet. Donc, c'est déjà pas la totalité des États membres de l'ONU, puisqu'il y a 193 États qui sont membres des Nations Unies. Donc, il y en a déjà plus d'une trentaine ou d'une quarantaine, si on exclut les organisations internationales, qui manquent à l'appel. Ça, c'est premier constat. Ensuite, la Suisse a dit, en tant qu'organisatrice de l'événement, ce sera un succès si les pays du Sud global, et notamment des BRICS, c'est-à-dire Inde, Chine, Brésil et Afrique du Sud en particulier, participent. Or, ça ne sera pas le cas. La Russie a été exclue, elle est membre des BRICS, on l'a dit tout à l'heure. L'Inde a confirmé sa participation, mais on ne sait pas du tout à quel niveau. Si c'est le président, si c'est M. Modi qui viendra, ou si c'est son ministre des Affaires étrangères, voire même une délégation subalterne. Et puis, le Brésil
et la Chine ont fait un communiqué commun il y a quelques jours disant qu'ils ne voyaient pas d'intérêt à participer à une conférence de paix sans la Russie. Quant à l'Afrique du Sud, elle aussi a dit qu'elle ne viendrait pas. Donc on voit déjà que les principaux porte-parole des BRICS et des pays du Sud ne seront pas présents ou seulement à un niveau très, on va dire, très faible. Puis les autres pays, on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas encore, c'est-à-dire l'ensemble des pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Donc voilà déjà un gros problème. Ensuite, effectivement, la thématique, les thématiques qui seront abordées au cours de ce sommet. Donc à la sécurité des centrales nucléaires, on pense tous à la centrale nucléaire d'Energodar, qui est donc, d'après les Occidentaux, qui serait bombardée par les Russes alors qu'elle est en main russe, mais donc qui est bombardée en effet par les Ukrainiens qui souhaitent effectivement créer un incident qui servirait à décrédibiliser la Russie. Donc on comprend que pour les Occidentaux, cette thématique soit importante. Elle est importante parce qu'évidemment, centrale nucléaire qui exploserait, on a vu ce que c'était avec Tchernobyl, ce serait des dégâts absolument immenses pour des millions et des millions de gens. C'est un vrai problème. En ce sens-là, on a raison d'en parler, mais pas aux conditions présentées par l'Ukraine et l'Occident, qui au fond consisteraient à mettre cette centrale sous l'égide de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, c'est-à-dire sous égide américaine. Et au fond, ça consisterait au fond à enlever, à demander aux Russes de se retirer, d'aller, je sais pas, voilà, de se retirer de cette partie-là et d'évacuer toute cette zone et puis de la placer sous contrôle effectif des puissances occidentales, ce qui est tout à fait inacceptable. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. Deuxième sujet de discussion, les corridors maritimes sur la mer Noire pour, au fond, exporter notamment les céréales, enfin les biens ukrainiens. On voit évidemment tout l'intérêt que l'Ukraine a à mettre ce point à l'ordre du jour. C'est aussi un problème important. On a vu que beaucoup de pays en Afrique ont aussi besoin des céréales ukrainiennes, et ça reste un sujet important d'éviter la famine dans le monde, mais c'est pas non plus en essayant de mettre la Russie de côté, au fond, d'obliger la Russie à abandonner toute une partie de la mer Noire et de laisser le champ libre à l'Ukraine, qu'on résoudra aussi ce problème de corridor maritime. Ça doit se négocier entre les parties, on va dire, au conflit, et non pas sous le seul fait de l'Occident. Ce qu'il faut effectivement rajouter, c'est que derrière le fait que les corridors maritimes soient mis à l'ordre du jour de la conférence, évidemment, pour la partie russe, il y a toujours le soupçon, la suspicion qu'en libéralisant ou qu'en laissant ces corridors maritimes se faire sans contrôle, eh bien, ce soit la voie royale pour exporter des armes, enfin pour que l'Ukraine puisse importer librement des armes via la mer Noire, ce qui, dans l'état du conflit actuel, est absolument inacceptable par la partie russe. Donc il faut que là aussi, la Russie ait son mot à dire, en tout cas jusqu'à ce que le conflit perdure, jusqu'à la fin du conflit. Le troisième point à l'ordre du jour de la conférence, c'est l'échange de prisonniers, des prisonniers ukrainiens en Russie et des prisonniers russes détenus par les Ukrainiens. C'est aussi un point de vue important. Je pense que c'est la Suisse qui a beaucoup insisté, puisqu'on connaît l'attachement de la Suisse au droit humanitaire, puisque la Suisse est gardienne des conventions de Genève qui, justement, sont censées protéger les prisonniers et favoriser leur libération, le bon traitement, etc. Donc j'imagine que ça, c'est la Suisse qui a obtenu ce point dans la conférence et qui a voulu le maintenir, à raison d'ailleurs. Mais là aussi, on constate un énorme déséquilibre entre les deux parties, puisque d'après les déclarations russes, qu'on n'a pas de raison de mettre en doute,
il y aurait une vingtaine de milliers de soldats ukrainiens détenus par les Russes et 5 à 600, quelques centaines, on va dire, de soldats russes détenus en Ukraine. Donc c'est logique d'échanger les prisonniers à 1 pour 1 ou 500 contre 500, mais on ne peut pas non plus comme ça, arbitrairement, sans même discuter avec la partie russe, décider d'échanger les prisonniers, 500 prisonniers contre 20 000. Donc là aussi, ça doit faire partie d'une négociation entre toutes les parties prenantes au conflit, ce qui n'est pas le cas au Bürgenstock. Et puis il y avait encore 2 autres points qui devaient être évoqués au Bürgenstock. La menace nucléaire, au fond, d'éventuelles attaques, une escalade nucléaire. Et puis, dernier point, empêcher des catastrophes humaines, d'origine humaine, par exemple, telles que le dynamitage du barrage de Kakhovka ou d'autres, on va dire, accidents ou d'autres explosions, enfin voilà, qui menaceraient la vie de milliers de civils. C'est aussi des points importants, mais là aussi, c'est des sujets délicats à discuter sans la partie russe. Pourquoi? Parce que dire qu'on exclut l'arme du nucléaire, très bien, tout le monde est d'accord pour exclure l'arme nucléaire, mais c'est la Russie qui se trouve sous la menace, au fond, nucléaire de l'OTAN. C'est l'OTAN qui s'est rapproché de la Russie, c'est l'OTAN qui veut installer des missiles nucléaires à la porte de la Russie. C'est pas la Russie, elle n'a pas changé de place, elle est toujours restée à sa place. Or, cette menace est née de la progression de l'OTAN. Il faut se souvenir que 10 jours avant l'éclatement du conflit du 24 février 2022, Zelensky, à la conférence sur la sécurité de Munich, a déclaré qu'il voulait que l'OTAN installe des missiles nucléaires en Ukraine. Donc une menace nucléaire directe contre son grand voisin, qui était absolument inacceptable pour les Russes, qui serait d'ailleurs inacceptable pour n'importe qui, puisqu'on sait que les Américains, quand il y a eu la crise des missiles en 1962, eh bien, se sont alarmés, ont failli faire une guerre nucléaire à la Russie, parce que la Russie voulait installer des missiles nucléaires à Cuba. On comprend la réaction américaine, mais dans ce cas, il faut comprendre la réaction russe aux déclarations de Zelensky début février 2022. Donc là aussi, on voit que c'est quelque chose de très complexe et qui ne peut pas être discuté, où on ne peut pas juste imputer les menaces d'escalade nucléaire à la seule Russie, puisqu'on voit que les responsabilités sont tout à fait partagées. Et puis, pour le dernier point, pour les menaces civiles, même chose, le barrage de Kakhovka, pour prendre cet exemple-là, qui a été une catastrophe, on va dire, importante sur le plan économique et puis sur le plan aussi potentiellement des civils, on ne sait pas qui l'a dynamité. Et il y a beaucoup de sources qui indiquent qu'en fait, ce serait plutôt les Ukrainiens qui l'ont dynamité pour pouvoir empêcher une contre-attaque russe du côté de Kherson. Parce qu'avec les flots d'eau qui ont été libérés, du coup, ça empêchait toute traversée du Dniepr. On ne voit pas pourquoi les Russes l'auraient fait, parce que s'ils voulaient, ça n'a pas non plus beaucoup de sens. C'était pour, au fond, favoriser l'offensive ukrainienne qui s'est déclenchée d'ailleurs précisément le jour même du dynamitage de ce barrage. Donc on voit là aussi que du côté russe, il y a beaucoup de raisons de douter de la bonne foi des Occidentaux quand ils mettent ce point à l'ordre du jour. Notre présidente, Madame Viola Amerd, venait donc d'être
nommé président, enfin de commencer son mandat de présidente au mois de janvier, quand elle a suggéré un peu plus tard, après avoir décidé d'organiser cette conférence, qu'au fond c'était une première étape et puis que au fond l'étape importante, celle qui consisterait à négocier, viendrait un peu plus tard dans un deuxième temps. Effectivement, ça montre qu'elle n'a aucune compétence diplomatique. Au fond, ça montre que ces deux conseillers fédéraux, elle et M. Cassis, se sont jetés dans cette perspective d'organiser cette conférence sans vraiment réfléchir. C'est une improvisation totale. Parce que si ça avait été sérieux, comme on le sait quand on discute de paix, c'est qu'il faut être deux tout de suite pour essayer d'amener, déjà s'il y a un conflit, s'il y a une guerre entre deux États, c'est que, je veux dire, les tensions sont au maximum. Donc le but, c'est de réduire ces tensions. On réduit ces tensions comment? D'abord en demandant un cessez-le-feu. C'est la première mesure à prendre quand on veut discuter de paix, c'est de demander un cessez-le-feu, que cessent les hostilités, qu'on cesse de se tuer. C'est la première chose. Or, la Suisse n'a jamais demandé de cesser le feu. Première chose. Pourtant, en Corée, en 1953, on a d'abord commencé par un cessez-le-feu, et ensuite, quelques mois plus tard, on est venu à Genève d'ailleurs, en 1954, pour tenter de négocier la paix. Mais c'est la première mesure. Or, ça n'a pas été fait. Puis la deuxième chose, c'est évidemment qu'on mette tout le monde autour de la table. C'est la mission même des bons offices que la Suisse a fait avec succès pendant des décennies, que de mettre les deux parties autour de la table. Par exemple, elle avait essayé de le faire en 2003 avec le projet d'accord de Genève entre Palestiniens et Israéliens, il y a une vingtaine d'années. Pourquoi elle ne le fait plus maintenant? D'ailleurs, elle est aussi unilatérale dans l'affaire de la Palestine et de Gaza aujourd'hui. Donc on voit que la Suisse a oublié en quelques mois toute sa tradition de bons offices qui consiste à mettre ensemble des belligérants. Moi, je me souviens encore en 2015, quand la Suisse accueillait à Genève, dans le conflit syrien, les parties prenantes à la guerre civile syrienne, c'est-à-dire tant les représentants du gouvernement syrien que les représentants des dites organisations terroristes syriennes, donc Daesh, Al-Nosra, etc. Et là, on n'avait pas parlé d'interdire Daesh ou d'interdire Al-Nosra de les déclarer terroristes, ce qu'ils étaient d'ailleurs effectivement. Pourquoi? Parce que dans les bons offices, on doit parler avec tout le monde. Et là, ça n'est plus du tout le cas, ni sur l'Ukraine, ni sur Gaza-Palestine. Et ça montre l'énorme changement qu'il y a eu dans la doctrine suisse et dans la pratique suisse en matière justement d'abdication, de sabotage au fond de la neutralité historique du pays. Dernier problème posé par ce sommet du Bürgenstock, c'est le statut du soi-disant président Zelensky. Puisque, comme on le sait, depuis le 21 mai, le mandat présidentiel de Zelensky s'est terminé. Il avait été élu, très bien d'ailleurs, en 2019 pour un mandat de 5 ans, pas plus. Or, depuis le 21 mai, il n'est plus président. En tout cas, plus le président normalement élu. Il est le président en fonction, mais son mandat s'est achevé. Donc, à quel titre vient-il en Suisse pour négocier? C'est une vraie question, ce n'est pas juste une question rhétorique. Puisqu'effectivement, du point de vue du droit constitutionnel et de la tradition ukrainienne, c'est le président de la Rada, c'est-à-dire du Parlement, qui est, lui, habilité, puisque c'est le deuxième personnage de l'État ukrainien. Donc c'est lui qui devrait théoriquement remplir la fonction de président ad intérim. Après, on peut évidemment discuter, trouver des arguments juridiques. J'imagine que les juristes
doivent s'activer pour, au fond, justifier le maintien de Zelensky à son poste, mais ça pose quand même un problème de crédibilité, à mon avis un problème juridique, puis aussi un problème de crédibilité très, très important. Et puis, deuxième aussi remarque, qui n'est pas juridique, mais qui est politique, c'est que l'Ukraine et l'Occident nous a toujours présenté ce conflit comme le combat du camp du bien et de la démocratie contre le camp du mal et l'autoritarisme ou la dictature russe. Mais si le président n'est plus élu parce qu'il a terminé son mandat, comment peut-on encore prétendre défendre la démocratie, puisqu'il est post-démocratique en tant que président? Là aussi, c'est un problème non seulement juridique et constitutionnel, mais politique. Quel crédit peut-il encore avoir? Alors évidemment, les médias se gardent bien d'en parler. Certains ont mentionné qu'à partir du 20 mai, il n'était plus vraiment dans son mandat habituel, mais on passe là-dessus comme chat sur braise, parce que justement, ça affaiblit. Reconnaître ce problème serait affaiblir bien, le président Zelensky, ce que l'Occident ne veut à aucun prix, malheureusement. Donc on voit qu'il y a énormément de raisons qui font que ce sommet, dans les circonstances présentes et dans un tel contexte, avec les partenaires et participants qui sont pour le moment prévus, ne peut pas aboutir à un résultat tangible. Alors, comment sortir de l'ornière, au fond? Que faire pour essayer de trouver une solution? Pour moi, il n'y a qu'une base sérieuse, c'est de reprendre les négociations là où elles ont été laissées à Istanbul en mars 2022. Puisqu'on sait qu'il y a eu des négociations qui ont d'abord eu lieu à Brest, donc en Biélorussie, pendant la première quinzaine de mars 2022, donc juste après l'éclatement des hostilités, puis un deuxième round à Istanbul durant la deuxième quinzaine de mars. Et le 29 ou le 30 mars 2022, le président Zelensky lui-même fait une déclaration pour dire « Nous sommes à bout touchant, les délégations ont signé un projet d'accord, il ne reste plus qu'à finaliser ». C'est ce qu'il a dit en substance. Or, tout ça a été balayé par l'affaire de Boutcha, par la visite de Boris Johnson, qui a dit au fond aux Ukrainiens « Nous refusons que vous continuiez à négocier parce que nous n'acceptons pas ce que vous avez signé. En revanche, nous vous aiderons sur le plan militaire aussi longtemps qu'il le faudra. » Voilà, ça c'est et du coup, fin de la discussion. Mais si les Ukrainiens et les Russes ont réussi en quelques jours de négociations à être si proches d'un accord qui mettait fin au conflit, eh bien ça veut dire que chacun était prêt à faire des concessions utiles. Et là, on peut d'ailleurs dire qu'à l'époque, la diplomatie ukrainienne avait obtenu un très très bon résultat, qui a malheureusement été cassé par la décision des États-Unis et de l'Occident de ne pas les appliquer. Mais donc c'est à partir de là qu'il faut recommencer les discussions, puisqu'on était près d'un accord. Et puis maintenant, en fonction de l'évolution sur le terrain, de l'évolution après 2 ans de guerre, rajouter évidemment des choses, mais ça doit être la base de discussion sur laquelle on peut reconstruire un dialogue entre Ukrainiens et Russes, à mon avis.